Bonsoir à tous, vous êtes au bon endroit sur Noah pour 20h le rattrapage. Pendant une demi-heure, nous allons parcourir l'actualité régionale de la semaine en compagnie de notre invité Philippe Neyss. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous êtes président du MEDEF de la Nouvelle-Aquitaine, président du MEDEF du Pays Basque. Vous étiez également il y a encore peu de temps à la tête d'une entreprise de travaux publics. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, nous allons regarder cette image qui a fait la une de l'actualité cette semaine, les attaques de 2 sites pétroliers en Arabie Saoudite. Et le résultat n'a pas tardé à se faire sentir. Les prix à la pompe ont augmenté de quelques centimes. Ça risque de raviver certaines tensions. Je pense notamment à la colère des Gilets jaunes. C'est possible. Surtout qu'il faut se souvenir quand même qu'au départ, la colère des Gilets jaunes était une colère de routiers, de conducteurs, hein, c'est ça, d'automobilistes. Voilà. Donc effectivement, ça peut avoir... Mais je pense que ce conflit n'a rien à voir avec tout ça. Ça dépasse bien évidemment le cadre du MEDEF. Mais nous risquons d'en subir les conséquences, autant bien sûr les particuliers, les ménages que les entreprises. Et bon, d'après ce qu'on a pu voir, d'après les dernières informations, l'Arabie Saoudite rétablirait très rapidement et plus rapidement que prévu sa production et l'exploitation de ces puits de pétrole. Donc on sent déjà que la hausse stagne quoi. Il y a pas de... Ça s'est calmé, quoi. Alors, je vous propose de regarder ce reportage tourné en Charente, dans l'agglomération d'Angoulême. Vous allez le voir, l'inquiétude grandit, notamment du côté des retraités et des artisans. Même si les prix des carburants sont restés stables ces derniers jours, une probable augmentation fait réagir à la pompe. On fait un peu moins de déplacements pour le plaisir. Et on garde essentiellement pour le travail. Et inquiet par l'augmentation ? Ah oui, très très inquiet. J'en avais pas vraiment besoin, mais je viens quand même pour ça. Ça fera quelques économies, puisque les retraites diminuent, ça fait diminuer le pouvoir d'achat. C'est 2 € gagnés par-ci, 2 € gagnés par-là. Autour d'Angoulême, pas d'affluence particulière dans les stations-service, mais de la résignation, notamment chez les artisans. Bon, moins cher, on essaye de trouver le moins cher, en essence, quoi. Et pour votre travail de tous les jours ? Il faut économiser, quoi. Alors on prend plus cher aux clients pour essayer de... obligé. De répercuter. Voilà, exactement. Inquiétude également, et même constat chez les chauffeurs de taxi rencontrés devant la gare. On va devoir travailler plus du coup. Et puis ça a une répercussion déjà depuis l'augmentation d'il y a un an et demi, ça a une répercussion complètement. Nous on est à 600 € de gasoil déjà à peu près par mois, donc forcément ça a une répercussion. En attendant, à Angoulême, et pour les petits trajets, il restera toujours le bus et le vélo électrique. Alors, dans ce reportage, on parle de répercussions. Il y aura des répercussions sur les clients des entreprises. C'est la tentation, effectivement, à condition de pouvoir le faire. Si ce monsieur est taxi et il prétend pouvoir répercuter immédiatement et complètement son augmentation de gasoil, tant mieux pour lui. Mais c'est quand même pas le cas de la plupart des professionnels. Tout le monde ne peut pas répercuter dans son prix de vente des augmentations immédiatement comme ça. Après, d'autres disent qu'il doit travailler plus. Effectivement, c'est une manière de compenser aussi. Voilà, donc il faut souhaiter que ça se calme et que tout rentre plus rapidement dans l'ordre, quoi. Philippe Neyss, vous êtes également adjoint à la mairie de Bayonne, en charge des transports, de la circulation et du stationnement. Il va falloir changer nos habitudes de déplacement. Il faudrait. Il y a des politiques maintenant municipales qui vont dans ce sens. Le problème, c'est que les gens sont, surtout dans nos provinces, comme disent les Parisiens, où on est quand même très habitué à cette indépendance et à cet individualisme de l'automobile. Et aussi, il y a quand même un environnement et une configuration qui fait qu'on a besoin de notre voiture, que ce soit dans les zones aussi bien girondines qu'au Pays Basque ou même sur l'Aquitaine d'une manière générale. Il n'y a quand même pas, mis à part Bordeaux-Ville, de grandes concentrations urbaines. C'est quand même de l'habitat qui est étalé. Donc les gens ont besoin de leur voiture. Et puis moi je pense très sincèrement que les gens sont attachés à ça. La preuve, on dit maintenant, il ne faut plus prendre la voiture. Donc regardez le vélo. Le vélo, ça marche bien.
Les gens prennent des vélos. Regardez ces trottinettes, ça a un succès terrible. Pourquoi ? Parce que la personne garde son indépendance, il part quand il veut, il va où il veut, il s'arrête là où il veut. Tandis que dans un transport en commun, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, vous parliez voiture, justement, nous allons parler embouteillage. Une vraie galère dans l'agglomération de Bordeaux pour les employés, mais aussi pour les chefs d'entreprise. On regarde et on en discute juste après. Une rocade bordelaise saturée aux heures de pointe. C'est le quotidien de très nombreux Girondins. 51% des entreprises interrogées déclarent que leurs employés rencontrent des difficultés dans leurs déplacements. Cédric Viltart, lui, a trouvé la solution. Je fais 40 km tous les jours en 2 roues. Pourquoi ? Parce que tous les jours, c'est la circulation depuis Sainte-Eulalie jusqu'à Mérignac. C'est complètement saturé. La part des entreprises concernées par ces problèmes de mobilité a augmenté de 18 points en 7 ans. Cette société de travaux publics a dû déménager de Saint-Loubès à Saint-Jean-d'Illac. Le casse-tête qu'on avait à Saint-Loubès, c'est les bouchons du matin, qui a de 7h du matin jusqu'à 9h, c'est complètement bouché l'autoroute, à descendre de Saint-André-Cubzac. Moi, des fois, il y a des gars, ils arrivaient à 10h sur chantier parce qu'il y avait un accident ou voilà. La solution du déménagement a permis de réduire fortement ces temps non productifs. Après, on a d'autres solutions. Pour tous les gens de bureau, on minimise les déplacements en faisant des réunions avec Skype, bien entendu. Un petit peu de télétravail, quand on peut. Dans cette étude, réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, les dirigeants d'entreprises réclament aussi une amélioration des infrastructures. Moi, je ne veux pas promettre des choses qui sont utopiques. Par contre, imaginez un axe nord-sud européen qui passe tout droit de Langon jusqu'à Périgueux et qui rejoint l'autoroute existante sur laquelle il n'y a personne. C'est peut-être plus intelligent parce que ça peut se faire en concession et que ça peut se faire assez vite. Et il y a urgence car 31% des dirigeants interrogés accusent des pertes de marché. Ils rencontrent même des difficultés de recrutement. Ce temps perdu dans les embouteillages, c'est un manque à gagner pour les entreprises. C'est catastrophique. 31%, ça me semble pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus. Non, c'est un problème très important. Ça se répercute sur les comptes à la fin de l'année. Ouais, bien sûr. Le temps que vous passez dans les embouteillages, vous produisez rien. Et donc c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Ce qui est dommage, c'est que tout ça n'ait pas été anticipé. Là, pour moi, il y a une défaillance des politiques et il y a un manque de vision, un manque d'anticipation. Parce que ça, on le savait quand même depuis pas mal d'années. Et on n'a rien fait. Il existe peut-être une solution pour désengorger nos routes, c'est le covoiturage. Reportage en Dordogne, dans l'agglomération de Périgueux. Ça va ? Qu'est-ce que je peux mettre ma valise ? Ils font partie de la même association et s'apprêtent à passer ensemble quelques jours au Portugal. Et c'est en covoiturage qu'ils se rendent à l'aéroport de Mérignac. On part à 7, je crois. Donc on a 2 voitures pour nous amener à Bordeaux. Voilà. Donc c'est quand même plus intelligent que de partir chacun dans son coin avec toutes nos voitures. Il n'y a que comme ça que la démarche pourra avancer et pourra protéger la planète, surtout pour économiser cette énergie, cette pollution qui nous envahit et qui nous pollue pour la santé, pour tout, pour l'environnement, le climat. Comme beaucoup de covoitureurs se rendant à Bordeaux, c'est sur l'aire de Créa-Vallée que ce groupe se retrouve. Un parking pris d'assaut depuis quelques mois. Mais d'autres aires de covoiturage ailleurs dans l'agglomération peinent à trouver preneur. Le meilleur outil de communication, c'est de créer des parkings, comme on le fait aujourd'hui au niveau du Grand Périgueux. 2 à 3 aires sortent chaque année de terre pour faire en sorte de montrer qu'il y a une pratique. Au total, pour l'instant, 16 parkings dédiés au covoiturage existent dans l'agglomération périgourdine. Un début de solution pour fluidifier le trafic, devenu problématique aux heures de pointe. On l'a vu à travers les études qu'on a commandées, si on ne fait rien, si on continue au fil de l'eau, en 2025, Périgueux sera complètement bloqué par la circulation automobile. On souhaite que les parcs relais soient de plus en plus utilisés, et puis peut-être qu'un jour on utilisera d'autres moyens qui sont utilisés dans les grandes métropoles, avec peut-être des voies réservées aux covoitureurs pour les inciter encore davantage à pratiquer le covoiturage. D'autres pistes sont d'ailleurs lancées pour désengorger le trafic. Une navette ferroviaire entre Mussidan et Niversac devrait voir le jour d'ici 2 ans. Alors certaines entreprises mettent en place des mesures incitatives pour encourager les salariés à pratiquer le covoiturage. C'est une bonne idée ? Oui, alors Périgueux n'a pas l'exclusivité. Ça se passe ailleurs comme ça.
c'est vrai que le covoiturage prend de plus en plus de développement. Et comme le disait la personne interviewée, c'est les parkings qui vont tout déclencher. À partir du moment où il y a un parking d'une capacité suffisante, que la personne qui gare sa voiture trouve un parking sécurisé, parce que ça compte ça aussi. Si la personne qui a sa voiture revient 2 jours après et se la retrouve vandalisée, le gars, il ne va plus revenir, hein, ça sera terminé. C'est tout le problème des parkings relais. Hein. Donc, il faut que ce soit surveillé, il faut que ce soit gratuit, parce que si ce n'est pas gratuit, ben, ça ne les intéresse pas non plus. Donc voilà, le covoiturage, oui, c'est des pistes, ça marche bien. Ça marche surtout pour les loisirs, les vacances, un peu moins dans les entreprises. Alors comment faire? Ou alors pour les déplacements un peu plus longs, par exemple, où ça marche bien, sur des trajets Bayonne-Bordeaux, sur Bordeaux-Toulouse, là ça marche. Après, c'est vrai que de centre-ville à un autre point du centre-ville, ça marche moins bien, c'est des distances trop courtes. Et comment faire alors pour inciter les salariés Alors, pour inciter, dans les entreprises, effectivement, il y a des plans de déplacement entreprises qui existent et qui sont mis en place par certaines collectivités locales. Mais ça marche pour certains types d'entreprises, là où les salariés ont un point commun de travail, une usine, des bureaux, choses comme ça. Là, ça peut fonctionner. Alors, donc, on décortique tout, on voit où habitent les gens, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver, où est-ce qu'ils peuvent se prendre en cours de route. Bon, ça, c'est relativement facile à mettre en place. Par contre, quand c'est des activités avec des chantiers, bon, je pense, parce que je suis bien placé, à votre entreprise. Bien placé pour le savoir, mais toute l'activité bâtiment travaux publics est concernée par ça. C'est des chantiers éparpillés, il est bien évident que les salariés prennent leur véhicule, vont sur le chantier avec leur véhicule, avec leur fourgon, avec leur camionnette. Et donc là, ça marche moins bien. Hein. Oui, ça peut marcher entre salariés qui habitent un peu dans le même quartier, qui travaillent sur le même chantier, qui partent ensemble. Oui, comme ça, oui. Voilà. Alors, dans 20 heures, le rattrapage, c'est un sujet dont nous avons souvent parlé. L'arrivée du Phébus à Pau, un bus 100% propre qui roule à l'hydrogène. Il sera mis en service à la fin de l'année et ça commence à devenir concret. Il y a quelques jours, la ville inaugurait la station qui produira l'hydrogène. On regarde, on en parle juste après. Il y a 10 jours, le premier bus à hydrogène était présenté officiellement au Palois. Voilà pour le côté visible de ce projet ambitieux. Mais il y a également la station hydrogène qui, elle, a été inaugurée ce matin sur Pau, sur le site d'Idélis. Une installation qui va permettre de produire le gaz grâce à de l'eau de la ville et à de l'électricité verte. Mais la véritable révolution technologique, c'est l'autonomie. L'électrolyseur d'un côté, les compresseurs de l'autre, les stockages, toutes ces technologies sont tout à fait matures. L'innovation, c'est vraiment de mettre en place un système qui va être complètement autonome, qui va permettre aux chauffeurs de se garer sur leur emplacement, de se brancher, de se connecter à la station et de partir. La station pourra produire 268 kg d'hydrogène par jour avec une capacité de stockage équivalente à 3 jours de service des bus. Les concepteurs l'assurent, le site ne présente pas de risque. Les homologations ont été particulièrement strictes pour chaque élément de la station. L'hydrogène, effectivement, c'est un gaz inflammable. Est-ce qu'il faut y faire attention? Oui, il faut y faire attention. Comme tous les carburants, comme le gasoil, comme le gaz naturel. Aujourd'hui, est-ce que c'est dangereux d'avoir cette station à côté de chez vous? La réponse est non, parce qu'on a fait des études, on a fait des analyses de risque, on écrit des procédures qui sont beaucoup plus strictes pour justement sécuriser au maximum le site. On attend maintenant les 7 autres bus. Ils seront livrés progressivement au rythme des réglages et des tests effectués sur la station hydrogène. Dans le monde hydrogène, un projet comme tel, avec BAGNS, site propre, avec ce système ici, ça nous met dans un autre échelon. C'est Champions League, c'est comme mettre le drapeau sur la Lune. Tous les acteurs du projet l'affirment, la mise en service du Phébus sera bel et bien effectuée avant la fin de l'année. Chez vous, à Bayonne, c'est un trambus 100% électrique qui a fait son apparition au début du mois. Oui, tout à fait, le 2 septembre. Donc c'est tout neuf. Mais sur le même principe que ce qu'a fait Pau. Hein. Mais c'est la production d'énergie électrique qui n'est pas la même. Hein. Donc nous, ce sont des batteries et eux, ce sont de l'hydrogène. On voit déjà des résultats à Bayonne en matière de transport. C'est un peu récent quand même pour en tirer les premiers résultats. Il y a encore quand même des réglages à faire, des réglages de feu. C'est pas opérationnel à 100%.
ce qu'on sait déjà, mais c'est peut-être aussi le phénomène de nouveauté, où on a pu constater dès les premiers jours une hausse d'augmentation, une hausse de la fréquentation, pardon, qui est de l'ordre de 10%, bon, ce qui est déjà encourageant. Oui, c'est encourageant. Le but est d'arriver à beaucoup plus, hein, parce que c'est quand même, si on fait que 10% et qu'on s'arrête là, c'était pas la peine d'investir autant. Alors, un autre sujet qui ne manquera pas de vous faire réagir, le sort de l'aéroport de Bassillac en Dordogne. La plateforme n'a plus de liaison commerciale avec Paris, mais elle continue de fonctionner avec d'autres types d'aviation. Oui, mais voilà, dans 4 mois, tout pourrait s'arrêter. C'est l'histoire d'élus politiques et économiques qui ont bien du mal à communiquer. Je ne sais pas exactement au Grand Périgueux qui gère cet aéroport. La Chambre aujourd'hui, elle a changé de position en cours de route. Nous, on ne sait pas sur quel pied danser. Hein. L'histoire d'un aéroport qui a permis un temps de relier Périgueux à Paris et qui désormais est simplement destiné à l'aviation de loisirs, d'affaires ou sanitaire. Quel avenir pour Bassillac ? La CCI propriétaire et le Grand Périgueux délégataire semblent étonnamment partager devant notre caméra la même idée. Le confier au syndicat mixte Air Dordogne, le SMAD, qui s'occupe déjà de l'aéroport de Bergerac. Nous, ce qu'on a proposé, et on l'a trouvé tout à fait légitime, c'est que cet aéroport de Bassillac soit aussi géré par le SMAD, qui gère l'aéroport de Bergerac. L'idée de lancer une délégation de service public pour permettre à différents opérateurs, dont le Grand Périgueux potentiellement, pourquoi pas le syndicat mixte Air Dordogne aussi, mais également des privés, de soumissionner, me semble être la meilleure des solutions. Seulement voilà, qui sera au final propriétaire des lieux ? La CCI ne cache pas vouloir récupérer de l'argent en vendant le site. Le Grand Périgueux et ses élus estiment cette période préélectorale peu propice aux achats de ce genre. Bref, à 4 mois du délai, on en est encore à se demander qui doit appeler le premier. Tout est branché, tout est ouvert, mais moi je veux vraiment avoir la personne qui s'occupe de ce dossier en face. On peut se réunir très facilement, il suffit juste de provoquer ce rendez-vous-là. L'aéroport de Bassillac, véritable patate chaude entre ses instances, n'a pas fini de passer de main en main. Alors c'est pourtant une infrastructure importante pour les chefs d'entreprise. Ça participe au désenclavement des territoires ruraux, ce genre de... Tout à fait, c'était une belle initiative. Le président de la CCI Dordogne, Périgueux, le disait lui-même, il a sa justification. Et c'est un moyen aussi si la pérennité de l'aéroport est avérée, il faut tout faire pour le garder. Il est bien évident que si on peut se déplacer et relier Paris à Périgueux avec un outil sur place, c'est quand même plus commode pour l'entreprise périgourdine que de venir à Bordeaux. Voilà. Donc il faut le garder. On veut mettre des entreprises en zone rurale, donnant aussi les moyens et facilitant la vie professionnelle de ces gens-là. Alors un autre sujet qui a fait la une de l'actualité cette semaine, la réforme des retraites. Après les cheminots, c'est au tour des avocats et des professions libérales de monter au créneau. Reportage en Limousin. Leur colère est là, dans cette opération justice morte. Il y a les avocats montés à Paris pour la manifester et les salles d'attente restées vides dans les cabinets. Tous dénoncent une spoliation de leur caisse de retraite autonome, avec une augmentation sans précédent de leur cotisation pour atteindre 28%. L'avocat, lui, doit intégralement assumer ces 28% et que c'est vraiment un doublement de la cotisation, puisqu'il n'y a pas de répartition, par exemple, entre des cotisations salariales que le salarié paye et les cotisations patronales qui sont payées par l'employeur. Donc ça va avoir un impact significatif sur les jeunes, et pas que, mais effectivement c'est eux qui vont être en première ligne puisque c'est au début que c'est le plus difficile. Des inquiétudes que partagent l'ensemble des professions libérales, notamment en début d'installation. Après 8 ans de salariat en milieu hospitalier, cette infirmière débute une activité individuelle en milieu rural. Loyer, prêts, assurance, cotisation, la charge financière est déjà lourde. Nous avions une base de définie. C'est sûr que si on nous augmente cette base ou même peut-être doubler, là c'est plus possible. On va pas y arriver. Enfin, je vois pas comment on peut faire pour s'en sortir. Et si on est obligé de faire plus d'actes, ça va entraîner qu'en fait on passera beaucoup moins de temps avec nos patients. Et nous, notre but au départ, c'est justement d'être auprès d'eux. Une situation qui pourrait remettre en question cette récente installation, alors même que les communes peinent à trouver des professionnels de la santé en milieu rural.
Alors nous sommes toujours avec Philippe Neyss, président du MEDEF de la Nouvelle-Aquitaine. Cette réforme des retraites, ça concerne tout le monde. Alors finalement, est-ce qu'on va ou non dans le bon sens ? Vaste sujet. Si on prend le reportage qui vient de nous être diffusé, on comprend tout à fait la légitimité de ces professions qui, elles, bénéficient d'une caisse autonome qui a été fournie, qui a su économiser et qui a ses propres réserves. Et la crainte de ces professions, que ce soit avocats, infirmières, c'est qu'on vienne leur retirer cette réserve pour la mettre dans la masse, hein, et le risque de se retrouver avec des cotisations supplémentaires, ou peut-être identiques, mais une prestation en diminution. Et les craintes des patrons, alors ? La crainte des patrons, un avocat, c'est un patron. Oui, mais au MEDEF, qu'est-ce qu'on se dit ? Sur le sujet, nous, on comprend tout à fait la préoccupation de ces professions. Et on soutient, on comprend, et on ne peut qu'être solidaire avec eux. Récemment, le patron, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, réclamait par exemple des fonds de pension pour compenser le manque à gagner des cadres supérieurs. Vous partagez aussi cette idée ? Oui, ça c'est un autre sujet. Ça, c'est plus les caisses autonomes, c'est les cadres. Les cadres, effectivement, il y a un souci qui devrait pouvoir se régler. Et effectivement, jusqu'à présent, alors pas au niveau de la cotisation. La cotisation, elle ne devrait pas tellement varier. Pour les cadres, elle devrait être autour de 28%. Il y a peu de choses près, c'est ce qui se pratique à l'heure actuelle. Par contre, c'est sur les bases. Les bases qui, à l'heure actuelle, sont à 8 fois le plafond de la sécurité sociale et qui passeraient à 3 fois. Donc effectivement, ça veut dire que leur retraite, alors, pour la même cotisation, ils toucheront moins de retraite. Mais il y a aussi quand même une parade pour eux. Il y a quand même quelques réponses à ces questions-là. C'est de dire que l'écart de cotisation qui était entre 3 et 8 fois le plafond, ils peuvent très bien le consacrer à un autre placement. Ils peuvent mettre ça sur un contrat d'assurance vie, sur un contrat de PEA, et retrouver ça après au moment du départ à la retraite. Alors toujours au chapitre social, la restructuration des finances publiques lancée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, c'est le thème de l'édito de Nicolas Rançon de France 3 Pau, Sud-Aquitaine. À Orthès, Bayonne, Pau, Oloron-Sainte-Marie, ils ont manifesté toute la semaine. Ce sont les agents des finances publiques. Mais regardons rapidement dans le rétroviseur. Décembre 2018, c'est la mobilisation générale à Bedouce, en Vallée d'Aspe, pour sauver la trésorerie de la commune. Quelques semaines après, Jean Lassalle, député de la circonscription, vient bloquer la voiture de l'inspecteur des finances alors qu'il était en train de déménager avec ses cartons. Sur le terrain, nous rencontrions alors des femmes et des hommes inquiets. Comment vont faire ces usagers de ces zones escarpées pour qui, il faut bien le dire, faire sa déclaration sur Internet est une montagne, un col impossible à franchir. Après des semaines de mobilisation, une délégation d'élus a même fait le grand voyage à Paris, à Bercy. Finalement, la trésorerie de Bedouce va rouvrir, mais la crainte des agents ne s'est pas évaporée pour autant. Début septembre, le chiffre massu de Bercy tombe. 5800 suppressions de postes. CTRL-C, CTRL-V, tout recommence. C'est la mobilisation générale. D'Oloron jusqu'au Pays Basque, suppression de postes, fermeture et regroupement de trésorerie. Voilà, l'État se retire des zones reculées, disent-ils. Il ne faut pas se leurrer, rien de bien nouveau. Les agents se sentent seuls, avec cette impression de ne pas être écoutés. À Pau, ils se souviennent pourtant de la visite au goût amer du patron de Bercy au centre des impôts, Gérald Darmanin, qui, droit dans les yeux, avait tenté de les rassurer. Direction à présent Salon-la-Tour, en Corrèze ou même en milieu rural, vous allez le voir. On parle coworking, regardons ce reportage. Nous sommes à Salon-la-Tour, à 2 pas de l'autoroute A20 et à mi-chemin entre Brive et Limoges. Une situation géographique idéale pour cette maison des entreprises flambant neuve, inaugurée hier. Ici, 2 ateliers qui sont destinés à accueillir des jeunes artisans. À l'initiative de cette pépinière, la communauté de communes du Pays du Zerche, 12 villes et 10 000 habitants, un territoire en décroissance démographique et économique. Ce projet de maison des entreprises a pour vocation d'accompagner
les jeunes entrepreneurs, les jeunes créateurs, et faire en sorte effectivement que sur ce pays Luzerche, nous puissions relancer une dynamique à vocation économique. Le principe est simple, proposer espaces et services mutualisés, car à plusieurs on est plus fort, surtout quand on démarre son activité. Là, c'est assez stimulant, on s'en rend compte, de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir s'appuyer, s'épauler. Donc ça, c'est effectivement, c'est un atout. Coworking, télétravail, tout est envisageable. Les loyers, eux, sont très modérés et progressifs, car un tremplin est par essence provisoire pour les futurs entrepreneurs. Au bout de 3 ans, ils ont vocation à partir sur une des zones d'activité qui est gérée par la communauté de communes et là, voler de leurs propres ailes. Coût de ce projet dimensionné à l'échelle du territoire, 450 000 €, financé à moitié par le pays Luzerche, qui devrait vite s'y retrouver. Philippe Neiss, vous dirigez il y a encore peu de temps une entreprise qui employait 500 salariés. Est-ce que ça vous a manqué, vous, ce type de structure, lorsque vous avez débuté votre activité ? Des structures de coworking, où on donne des conseils pour les futurs chefs d'entreprise? Non, moi pas spécialement, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas les problèmes qu'on connaît actuellement, n'existaient pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait quand même arriver à s'installer facilement, on trouvait des locaux, on trouvait des terrains, c'était quand même plus facile. Maintenant, le problème, c'est que quand on veut s'installer quelque part, c'est compliqué parce que tout est cher, les loyers sont chers, l'acquisition est chère. Donc, le coworking, effectivement, est une alternative, mais qui, pour moi, n'est pas durable. C'est une alternative de lancement, transitoire. Et après, si on arrive à se lancer, on ne peut pas rester en coworking. Il faut partir sur ses propres installations. Sur notre chaîne Noah, et plus particulièrement dans cette émission, on aime bien repérer ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Si je vous dis Renault 12, est-ce que ça vous parle ? Oui, mais quelques décennies en arrière. Justement, on va regarder ce reportage. Des fous de la R12 se sont retrouvés à la 12 petit village de Dordogne pour célébrer les 50 ans de cette voiture mythique. On regarde. On a envie de retourner dans le passé et encore de pouvoir les utiliser tellement elles sont belles. On a l'habitude de voir des propriétaires de Renault 12 passer dans la région et se prendre en photo devant la pancarte la 12, bien sûr. Donc on a pensé que la symbolique était intéressante. Actuellement, les voitures, c'est insipide. Là, c'est quand même une voiture assez particulière. Elle est brute, hein, donc l'embrayage est un peu... Il faut avoir des mollets. La R12. Non, j'ai pas connu la R12, ce que vous me demandiez. Alors, c'est une tradition, avant de conclure cette émission, on va revenir sur cette image qui a marqué l'actualité de cette semaine. Concrètement, Philippe Neiss, l'augmentation des prix à la pompe, inquiétude ou pas ? Inquiétude, oui, mais apparemment, comme je vous disais en début d'émission, ça semble être quand même... et puis je pense qu'il y a tellement d'intérêts mondiaux et on sent très bien qu'il y a une croissance qui est en train de s'essouffler ou de se stabiliser et qui va quand même, normalement, qui devrait, si la raison veut l'emporter, modérer ces emballements de prix. Donc pas d'inquiétude sur le retour des gilets jaunes. C'est ma nature, je serai jusqu'au bout. Merci Philippe Neiss de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur Noah. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Passez une agréable soirée et un très bon week-end.